Salut tout le monde, on est très content de vous retrouver avec évidemment Alex Herbinet, présentateur du Fighter, journaliste MMA, un peu la voix MMA et la plume MMA de RMC Sport. Donc, salut Flo, salut le chat. Et évidemment, notre invité, Daniel Warin. C'est long de faire une présentation de Daniel Warin parce que tu as été coach de légende du MMA, striking coach, on va dire, pour être plus exactement, précis. ouais. Anderson Silva, Machida, Dan Henderson. Et ça c'est le passé, on va dire ça comme ça, mais également une actualité chargée, parce que tu es notamment le coach de Benoît Saint-Denis, qui combat à l'UFC le 1er juillet. À Las Vegas, de Mathieu Leto Duclos, qui combat au Hexagone MMA de ce week-end. Oui. De Romain Debienne, qui visiblement vient de signer un contrat, plusieurs combats. Un multi-fight 4 combats au Bellator. J'imagine que le moral est plutôt bon dans la Team Warin, vu les résultats et les échéances à venir. Ouais, bon déjà, bonjour tout le monde. Super Salut, content d'être là. Le moral est parfait. Hein. Là, on est content parce que quand même la team elle commence à prendre un petit peu plus de poids. Donc super. On avance doucement comme d'hab, hein. Tranquille. Sans révéler de secret, je sais que tu reviens de Bayonne où tu préparais le camp de Benoît Saint-Denis qui est installé là-bas maintenant. Comment ça se passe un peu pour Benoît? Il combat dans 2 semaines à l'UFC à Vegas. C'est le dernier combat de son contrat d'ailleurs. Ça va renouveler après. Enfin, ça va négocier. Ah oui, il faut que ça négocie. C'est dur. Comment ça se passe? Comment se passe le camp? Est-ce que tout va bien côté Benoît? Parce que c'est une bonne guerre qui s'annonce contre le Brésilien Ismaël Bonfim. Bah écoute, le camp ça se passe très bien. Là, on a eu Amine qui est venu nous rejoindre. On a eu Thomas Lebersan qui était là. Bon, il y avait Mathieu, puisque Mathieu il prépare son combat aussi avec nous. On a des gars solides aussi de Bordeaux qui viennent aussi. J'ai oublié son nom. Il y en a qui c'est un Portugais très fort en jiu-jitsu. Brésilien, ceinture noire. Désolé, je capte pas trop les noms. On a eu on a des gars solides qui viennent sans arrêt. Là, il y a Romain qui vient lundi. Donc, ça tourne. Ouais, ça tourne bien, ça tourne bien. Et Mathieu, comment ça va on rappelle, Flo le rappelait, donc ça combat ce week-end à l'Hexagone MMA. Reims, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est contre samedi, un Brésilien. Et on diffusera d'ailleurs les premiers combats de la soirée sur Twitch à partir de 19h. Et ensuite sur RMC Sport 2. Sur RMC Sport 2 à partir de 20h30. Donc le combat de Mathieu Leto Duclos, il sera sur RMC Sport 2. Bah écoute, ce qui est important, c'est qu'il n'est pas blessé. Le cutting se passe bien, donc là il va faire le poids, il va arriver en pleine forme, il est bien entraîné, pas malade, tout, donc nickel. Maintenant il suffit de faire le taf. Il prend un Brésilien, je crois, qui habite en Espagne, donc combat solide à l'Hexagone, donc voilà, il est prêt, on verra après ce qui se passe. Est-ce qu'on peut s'attendre, parce que tu le prendras pas mal si je te dis ça, mais la Team Warin, on sait que le game plan c'est quand même beaucoup. On va à la guerre, on n'hésite pas, on rentre dedans. Benoît, Mathieu, Romain. Ouais, c'est vrai, c'est un peu le but samedi aussi. En fait, comme j'expliquais à beaucoup de combattants, avec du 4-11, il faut être agressif. En fait, et généralement, 4-11, c'est les gants, on rappelle pour nos auditeurs, c'est la taille des gants. Exactement, généralement ça paye. Agressivité ne veut pas dire bagarre de rue, attention. Agressivité, mais tout en technique. Oui, je le disais dans le bon sens du terme, c'est aller à la bagarre, quoi. Ouais, voilà, un peu à la brésilienne, on va de l'avant et mental de guerrier. Voilà, exactement. On cherche à connecter. On fait pas du toucher-épaule, c'est du MMA, donc toucher-épaule on le fait à l'échauffement. Dans la cage on fait de la barbarie, on va dire. Bon, qu'on rappelle quand même rapidement, Flo, si ça te dérange pas, mais qu'on rappelle aux gens qui sont en face de nous qui on a avec nous, parce que c'est une des sommités du MMA français aujourd'hui. Tu rappelais tous les grands noms qu'il a eu entre ses mains en striking coach. Récemment, on a d'ailleurs eu ce qu'il t'avait déjà fait il y a quelques années, mais un partage sur les réseaux sociaux d'Anderson Silva, ancien champion des moyens à l'UFC, légende de ce sport dans le top 5 de tous les temps, c'est sûr, en MMA, qui t'appelait Maître, comme il l'avait déjà fait il y a quelques années. Je me demande. Tu peux nous raconter pas par la taille. C'est quoi tes souvenirs de ce travail? Donc on disait striking coach avec un Anderson Silva. Quel souvenir t'en gardes avec quelques années de recul aujourd'hui? Un super souvenir, parce que moi à l'époque, je me rendais pas trop compte. C'est vrai que la première fois que je l'avais vu, j'avais été impressionné par sa taille et tout. Bon, il était déjà champion de l'UFC, donc il avait déjà des ceintures. Et le fait qu'il soit intéressé à mon travail et qu'il veuille justement que je l'entraîne, c'était déjà un honneur. Comme je dis souvent, à l'époque il n'y avait pas de head coach. C'était différent, c'était plusieurs coachs, chacun avait sa spécialité. Et moi en l'occurrence c'était le striking. Et pour Anderson, pouvoir justement entraîner son striking, c'était le Graal pour moi. Donc des super souvenirs, des souvenirs incroyables de combat. C'était vraiment un génie ce gars. Et il y avait, pour montrer le travail que tu faisais avec lui, il y avait notamment, je sais qu'il y a une finition
qui vient d'un coup que tu lui avais appris. Oui, c'est la saisie c'est la saisie du low kick. Ça, j'y tiens parce que moi, à l'époque, au Brésil, on se foutait pas mal de moi quand je montrais cette technique. Il y avait Victor Belfort qui l'avait vu, il l'a trouvé intéressante et je la montrais et tout le monde rigolait. Ouais, bon, ton truc, vas-y, quoi, tu vois. Et quand Anderson l'a fait contre James Irvine à Las Vegas, d'ailleurs, même il me félicite après le combat, il vient me voir et tout. Et franchement, ça m'a propulsé vraiment. Là, j'ai eu mon nom, il est vraiment monté au Brésil parce que bon, on en parlait de cette technique après. Donc, et d'ailleurs, cette technique a fait le tour. Et ce qui est marrant, c'est qu'en Muay Thai, on avait toujours interdit de faire ça, justement de saisir les low kicks. Okay. Et on voit que maintenant, en Muay Thai, ils le font. C'est-à-dire quand même que le Muay Thai, il s'inspire aussi de certaines techniques qu'on a en MMA. Rappelle rapidement la technique pour ceux qui n'ont pas vu ce combat contre Irwin. C'est James Irvine à Las Vegas, c'était au Hard Rock Café. Saisie, il avait combattu en 93 kilos. Saisie de low kick, il envoie une droite derrière, il tombe et il le termine. D'ailleurs, c'est le passage d'Anderson Silva chez les light heavyweight. C'est les quelques combats qu'il a fait à la catégorie de dessus. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, un truc incroyable, une anecdote que je vous raconte, c'était Yamazaki. Vous vous rappelez l'arbitre japonais, qu'ils ont brésilien d'origine japonaise. Exactement. Qu'ils ont viré de l'UFC parce que il y a eu un combat. Un bon petit bébé, c'était lui. Oui, et justement, ce qui s'est passé, Anderson juste avant de combattre, lui a dit. Quand je le termine, tu me laisses le terminer. Je vais le. En fait, il lui a dit, tu me laisses un petit peu de temps pour bien le finir. J'ai halluciné. J'étais comme ça, j'écoutais. Il négocie. Voilà. Bon, encore moins qu'il n'arbitre plus à l'UFC forcément. Mais Oui, il était en train de négocier. Il lui a dit, laisse-moi un peu de temps, mais je vais bien le terminer, quoi. Hallucinant, quoi. Donc, c'est un génie, on regarde un peu. N'hésitez pas à poser vos questions. On est sur Twitch, donc tu as les questions des gens aussi qui passent. Avoir un président, bientôt les gars. Merci. On voyait. Est-ce qu'il y a eu c'est une question intéressante, je trouvais. C'est Batian qui nous l'a posé. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après UFC Paris 2022? On rappelle que Benoît Saint-Denis, c'était le premier combat à Paris, qu'il a enflammé la salle avec cette victoire. Et même là, quand il rentre sur la musique avec son mix Saint-Denis style, puis une musique militaire. Il y a un avant et un après pour vous? C'est-à-dire qu'on vous reconnaît beaucoup plus, tu vois? Tu sens qu'il y a populairement, il y a un avant et un après? Je pense pour Benoît, oui. Mais pour moi, en fait, on me reconnaît plus grâce justement au podcast que je fais, là, la fine équipe, quoi. Okay. Ça paraît. Mais aujourd'hui, c'est le monde moderne, c'est ça. C'est les réseaux, c'est YouTube les réseaux, aussi. Parce que je passe un peu plus, en fait. Parce qu'il faut savoir que l'entraîneur, il est dans l'ombre. C'est normal, quelque part. C'est pas nous qui allons dans la cage. Il faut rester à sa place. On brille à travers notre élève et c'est un plaisir. Mais là, c'est vrai que. Quand même, avec le MMA commence à grandir en France, on me reconnaît un peu plus dans la rue. Donc, c'est agréable. C'est agréable. Qu'est-ce que d'ailleurs, quand on est sur autant enchaîner direct là-dessus, mais comment tu tirer un bilan d'étape? On est 3 ans après la légalisation en France. On sent que ça se développe beaucoup quand même médiatiquement. Nous, on assume. RMC Sport fait beaucoup pour ça parce qu'on veut développer ce sport. Tu sens un Cyril Gane passe dans des émissions populaires sur France 2, sur des chaînes classiques. On parle beaucoup plus de vous en général. Tu vois, quel est ton point d'étape 3 ans après la légalisation? Tu sens que ça va dans le bon sens, le MMA en France? Moi, je trouve que c'est magnifique et en plus, j'ai eu un timing incroyable parce que moi, je suis revenu des États-Unis et c'est vrai qu'honnêtement, il y a un engouement et moi, je trouve ça très positif. Et tout le monde s'intéresse maintenant. Ça fait un peu comme aux États-Unis, au Brésil. Parce qu'avant, il y avait des a priori quand même. C'est un sport un peu de barbare, un peu comme le Muay Thai avant. Sauf que maintenant, on voit. La technique. Exactement. Ça s'est démocratisé et on voit que les gens s'intéressent de n'importe quel milieu. Et ça, c'est très bien. Je pense que. Et c'est vrai qu'RMC font un travail énorme. Là, ils mettent vraiment. On sent qu'ils ont mis. Vous mettez quand même. Vous mettez une grosse pression, il y a un gros travail derrière et ça va payer. On y va, mais je sais que nous, par exemple, dans le Fighter Club, souvent on a fait des épisodes sur le grappling. Non pas seulement pour faire un épisode sur le grappling, mais pour expliquer aux gens ce qu'est le grappling, pour qu'ils se disent pas juste c'est deux gars au sol, on comprend pas ce qu'ils font, c'est un peu de la sauvagerie. Non, il y a des vraies techniques et tout est très technique là-dessus. Ce développement, toi, tu penses qu'il pourrait mener où? Moi, j'ai déjà dit ça et certains ont rigolé quand je disais ça, mais je me dis que le MMA peut à terme être un des sports les plus importants en France. Ça rattrapera jamais le football, on va pas se mentir, le football est 10 étages au-dessus de tout le monde. Mais par rapport aux autres sports, je me dis qu'il y a une place à se faire. T'en penses quoi? Moi, au Brésil, je sais qu'après le foot, c'est le MMA. Aux États-Unis, c'est différent parce qu'aux États-Unis, il y a quand même il y a le football américain, il y a le basket, il y a quand même énormément de sports. Et je pense qu'en France, oui, parce qu'en fait, il y a quand même une carence en France. À part le foot, on voit un peu le tennis, il y a le judo, le MMA, quand même, ça reste quand même un sport incroyable. Et en plus, ça touche tout le monde. C'est-à-dire que même si tu n'es pas connaisseur, tu vas voir un combat, ça va te parler. Et c'est très spectaculaire. Voilà, exactement. Tu vas passer un bon moment. Donc, moi, je pense qu'à terme, ça peut arriver. Ça peut au moins être derrière le foot. Pas dépasser le football, parce que le football, c'est quand même c'est planétaire, quoi. C'est incroyable. On le voit médiatiquement même, ça occupe toute la place. Ça pourrait être un sport olympique un jour, le MMA?
Ça va Ouais, être un Ça sport va olympique. être un sport olympique. Ouais, c'est Je pense, possible. moi. Ouais. Bon, moi, je suis pas trop. C'est pas ton truc. Ouais, l'amateurisme, en fait, je suis pas trop de. Après, bon, chacun a son Mhm. délire. Moi, je me concentre sur les combattants professionnels. Non, mais ça peut créer une belle pyramide. Exactement. C'est important d'avoir la base dans une pyramide. Exactement. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est justement les retombées. Puis, bon, l'image du sport. Ouais, Et c'est une caisse de résonance aussi. On voit pour le judo et pour l'escrime, ouais. c'est vraiment les moments des Jeux Olympiques qui donnent vraiment une grosse Non, caisse de c'est clair. résonance. Donc ça pourrait être intéressant pour le MMA. On a beaucoup de questions dans le chat, évidemment, notamment sur Benoît. Déjà, comment il va physiquement, parce qu'il a eu des petits pépins physiques. Même avant l'UFC, il avait un petit problème à l'orteil, je crois. Il a été blessé encore au pied et ça a annulé le combat face à Joe Solecki, si je dis pas de Oui, bêtises. c'est ça. Là, est-ce que tous les bobos sont pensés ou bien... Bah oui, là de toute façon déjà, ce qui était important, c'est parce que bon, il s'est quand même fait opérer de la cheville. Ouais. Donc, ce qui était important quand même, c'était de prendre le temps de récupérer. Parce que Benoît, lui, limite, il sort de l'opération, il veut enchaîner tout de suite. Donc, il a pris le temps. Là, sa cheville, elle va très bien. En plus, ce qui est bien, c'est quand même, tu vois quand même qu'il est sérieux. Quand il est revenu après son opération, il s'est entraîné quand même avec sa botte et tout là. Et il est revenu, il était en forme. Ouais, j'étais étonné, c'est-à-dire que en fait, et aussi ce qui s'est passé, faut savoir que quand tu t'entraînes beaucoup, l'information, à un moment, tu satures. C'est pas, tu satures pas spécialement physiquement, mais aussi au niveau de l'information. Un peu de la fraîcheur mentale qui manque. Exactement. Et le fait qu'il soit arrêté, il est revenu techniquement bien meilleur. Tu vois, parce qu'il a vraiment un gros break. Et là, franchement, tout va bien. C'est marrant parce que t'es pas le premier à me dire ça. J'ai eu plus d'un fighter qui m'ont dit des fois une blessure provoque un break qui fait du bien à la tête et donne envie de revenir et on revient presque plus fort parce que on a pris ce repos. Mais même pour l'entraînement aussi, c'est aussi une remise en question par rapport à l'entraînement. Parce que comme je dis à beaucoup d'athlètes, arrêtez de vous entraîner comme des fous 3 fois par jour, ça n'existe pas ça. Il faut vraiment, l'entraînement, ça reste l'entraînement. Ce qui est important, c'est le combat. L'entraînement te prépare au combat. Donc ça sert à rien de te tuer à l'entraînement, faire des sparring trop durs, saturer ton corps. Quand tu te sens fatigué, il faut t'arrêter. Parce que en fait, c'est des jeunes athlètes. Tu vois qu'ils n'ont pas trop l'habitude. On leur dit, mais ils n'écoutent pas trop. Ils ont la tête dure. Tu leur dis quelque chose. Je vais prendre un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez André Galvao. Je l'ai entraîné longtemps en MMA. Et lui, c'était un psychopathe. C'est-à-dire que dès qu'on tournait le dos, il allait s'entraîner chez Minotaur. Le mec, il avait des boutons de fièvre tout le temps qui poussaient. Daniel, il faut la faire à la Giroud. Il faut les suivre avec la camionnette. Non, mais c'est ça. Et le problème, c'est qu'il faut apprendre à. Le repos aussi est un entraînement. Tu vois, mais d'ailleurs, puisqu'on en parle, puisque tu es sur ce thème-là, mais on est d'accord, ce combat contre Solecki qui était prévu en février, Benoît se blesse à l'entraînement. Oui. Et si j'ai bien compris, c'était un surplus d'entraînement, un petit truc qu'il avait fait en plus. Qu'est-ce que t'en as pensé toi sur le moment? T'as une discussion avec lui pour lui dire faut se calmer des fois? Ah oui, non, j'étais énervé. Je vais pas te raconter tous les détails, mais non, mais j'étais, je sais pas, sur le coup, j'ai eu une petite espérance. Et après, mais connaissant Benoît, quand il dit qu'il a mal, je me suis dit ça doit être grave. Et là, après, j'ai pris, bah oui, parce qu'en fait, ce qu'il a fait, surtout que la veille, c'était très bien entraîné. On avait fait un entraînement dur. Le lendemain, on avait fait un entraînement de striking et le soir, il va lutter. En plus, dans une autre, je dis pas qu'il se blesse avec moi, mais j'aurais préféré. Oui, qu'à la limite, qu'il se blesse avec toi. Voilà, exactement. Donc, je l'ai mal pris, quoi. Et bon, je pense qu'il maintenant, voilà, il mûrit, il a pris une leçon et voilà, on repart. Et des fois, la vie, les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Tu vois, regarde là, le gars qui prend, c'est une bonne opportunité de montrer au monde que voilà quoi. Benoît, c'est du lourd. Ouais, Ismaël Bonfim. Ouais, donc, on a une question de Le Volk MMA justement sur Ismaël Bonfim. Il dit Bonfim est dangereux debout. Est-ce que le game plan se concentre surtout sur le grappling et avec notamment l'apport de Thomas Loubersan, combat qui est le 1er juillet, qui sera évidemment diffusé sur RMC Sport 2. Et pour être un peu objectif, j'ai regardé les cotations des bookmakers étrangers. Benoît est outsider, donc Ismaël Bonfim, c'est vraiment un très gros client. Et précision avant que Daniel réponde, Thomas Loubersan dont tu parlais qui était au camp à Bayonne, c'est un des meilleurs sols de France. Il n'y a même pas photo, donc quand vous l'avez dans votre camp pour travailler le grappling et le sol, c'est très positif. Alors sans dévoiler le game plan, mais c'est un axe de travail fort, le grappling face à Bonfim. En fait, tout est important. Alors pour Thomas, là, il est passé juste en tant que sparring. Là, c'était différent. Ce qui s'occupe de la partie sol, c'est Christophe Savoca. Oui, là, il est venu, on avait besoin justement qu'il mette un peu de pression à Benoît. Le premier coach de Benoît. Voilà, exactement. Donc il est passé 2-3 jours, il nous a aidé au niveau du sparring. Mais honnêtement, nous, Bonfim, on le prend debout aussi, les gars, vous inquiétez pas. C'est du MMA, vous allez être surpris. Et on n'est pas intimidé, au contraire, on est très content de prendre un combattant brésilien. Et justement, l'idée, c'est justement de le confondre dans tous les sens. Donc Benoît, si ça se passe debout, ça se passera debout. S'il faut que ça aille au sol, on ira au sol. On va aller chercher dans tous les domaines. Et on n'est pas impressionné par le coup de genou sauté qu'il a mis à McKinney. En janvier. Nous, on observe toute sa carrière, tout ce qu'il a fait. Et honnêtement, c'est un très bon combat, on est très contents. Et en tout cas, ça va être une guerre, préparez-vous. En plus, je pense qu'il va être au main card.
D'après ce que j'ai vu là sur l'UFC, il était dans le main card. Il est au dernier truc que j'ai vu, Tapologie aussi, c'est dans la main card. C'est dans les combats principaux. Tu rappelais, Bonfim, c'est 19-3, c'est un Brésilien qui n'est pas encore dans le top 20 du UFC, comme Benoît d'ailleurs dans cette catégorie des légers, mais qui a une bonne réputation, notamment après son coup de genou en janvier. C'était au Brésil, je crois, son combat, c'était sur l'UFC Rio. Comment t'abordes ça? Est-ce que tu penses que c'est une porte vers le top 15? C'est-à-dire que tu bats Bonfim, ça devient très sérieux. Mais de toute façon, ce qu'il faut comprendre, moi je calcule pas trop ça. En fait, il faut le battre. De toute façon, il faut prendre des risques. Et les gens ne comprennent pas. Il y a un moment, il faut arrêter de se cacher. Il faut prendre des risques. Si tu veux avancer, si tu veux aller monter très haut dans la hiérarchie, il faut prendre des risques. Donc là, c'est un risque qu'on accepte parce que de toute façon, Benoît, il refuse personne. Faut savoir qu'il y a pas mal de combattants là, dont un, soi-disant, qui était très solide. Il l'appelait le mini Khabib, qui a refusé. Après, pareil, il y a comment il s'appelle, qui s'est blessé avec sa moustache. Pichel. Oui. Voilà, Pichel. Et là, maintenant, c'est Bonfim. Donc, c'est pas par hasard que ça arrive, moi je dis. C'est que justement, quelque chose va se passer. Donc on se concentre sur ce fight. C'est important de le gagner parce que c'est le dernier combat du contrat. Et donc derrière la négociation, tu sais très bien quand tu gagnes, c'est pas la même que quand tu perds. Donc et avec l'UFC, tout peut arriver. Et par rapport à ce contrat, vous avez, même s'il y a des faits, vous avez une assurance. C'est-à-dire que l'idée, c'est de aller à la victoire pour mieux négocier, mais vous êtes sûr que vous allez re-signer quand même? Tu vois ce que je veux dire? Aucune idée. Non, aucune idée pour l'instant. Parce qu'en fait, la catégorie des 70, elle est surbookée. Ouais, C'est ce que j'ai compris. Donc on ne sait pas avec l'UFC, on ne sait pas. Mais voilà, on n'y pense pas. Non, on avance. On avance. Ouais. Théoriquement, dans un monde idéal, même si Benoît, évidemment, son contrat s'arrête normalement après Bonfim, il y aura peut-être une renégociation. Il y a une question de War 0605 qui nous dit: est-ce qu'on peut envisager un combat, disons, 2 mois plus tard, à nouveau pour Benoît? Je sais pas, par exemple, l'UFC Paris. Le 2 septembre, par exemple. Est-ce que c'est une possibilité ou bien 2 mois, ça semble trop juste s'il le termine rapidement, vas-y, c'est parti pour l'UFC Paris. Hein. Nous, on demande que ça. Hein. Qu'il le termine, ou même il fasse une guerre, mais qu'il ne revienne pas blessé. Si Benoît il est en condition, il va le faire. Hein. On enchaîne. Hein. Il n'y a pas de temps à perdre. Hein. La carrière est courte. Donc, vous avez vu, là, la blessure, ça fait presque 8-9 mois qu'il n'a pas combattu. Donc, ça serait top. Je crois que je dis pas de bêtises, si je dis que l'an dernier, il avait combattu fin juin, puis à l'UFC Paris. Oui, c'était ça. Voilà, donc, ça. Donc il n'y a pas une grosse différence de timing entre ça et ça, exactement, au final. Il y a un mois, on va dire. Puisqu'on sera début juillet. Donc, il faut 2 semaines de repos et on enchaîne. Très bien, parfait. Exactement, on y va c'est tout parti, il est fighter, hein, et voilà, quoi. Il ne fait pas du badminton. J'aime bien le badminton. Hein. Jusqu'où tu le vois monter, Benoît? Je le vois montrer très haut, mais pareil, je me pose pas de, je me pose pas c'est une question du de tout journaliste. ces questions. Ouais. Moi, en fait, je me concentre par combat, parce que chaque combat, c'est un casse-tête, c'est toujours des styles différents. Donc, on avance doucement. Honnêtement, hein, c'est comme au début quand j'ai connu Benoît, il voulait absolument aller à l'UFC. J'ai dit, j'ai pas. Il y a un moment, je me suis dit, il va y aller. Tu vois, quand j'ai commencé à voir qu'il prenait des 6-0, 7-0, je lui ai dit, tu vas y aller à l'UFC. Tu vois, mais voilà, on fonctionne vraiment. Ouais, moi, c'est un peu au jour le jour. Et c'est pas de la langue de bois, parce que dans un épisode du Fighter, justement, Benoît explique que c'est en partie ce qui l'a séduit chez toi, en disant, on prend combat après combat, on te promet pas que tu auras la ceinture ou quoi que ce soit. Et donc, c'est vraiment un discours qui a plu à Benoît. Donc, je te crois complètement. Mais oui, mais de toute façon, ça sert à rien de faire des promesses que tu ne peux pas tenir. Moi, je suis pas. Je vais pas, je dis pas l'avenir, je sais pas. Donc non, on y va par combat et en tout cas voilà quoi. On essaye, on va. En tout cas, il va être prêt pour Bonfim. Maintenant arrivera ce qui arrivera dans la cage, c'est imprévisible et c'est ça qu'on aime. C'est ce côté où on sait pas ce qui va se passer. Si on savait tout, ça serait pas intéressant. Là, on y va, la petite boule au ventre. L'incertitude. Hein, voilà. Mais c'est ce qui on fait déboîte Bonfim, on lui arrache la tête et on part victorieux. Et là, on va faire la teuf à Vegas. C'est ce qui fait pour moi la grandeur du MMA comme la boxe. C'est que c'est les rendez-vous, tu le sais 2 mois avant, c'est à ce moment-là, à cette heure-là, et puis il n'y a qu'une vérité, c'est celle du ring ou de la cage. C'est ça qui te fait vibrer. Hein. Et on parlait de l'UFC Paris, toi qu'est-ce que tu as ressenti? Parce qu'on parlait de cette entrée, tu étais donc derrière Benoît en tant que coach quand il est rentré dans la salle, premier combattant français de l'histoire de l'UFC à combattre sur son sol. Vrai, en plus, hein. 15 000 personnes qui scandent son nom, qui étaient déjà en feu. Toi qui viens qui était avec Anderson Silva dans des grosses cartes, avec des Lyoto Machida, qui a vécu loin de la France parce que ton sport il était interdit en France. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti dans cette minute où tu marchais vers la cage à Paris, à Bercy? Une certaine fierté, quoi, parce qu'en fait, déjà j'étais impressionné par le bruit du public. Ça m'a rappelé des combats avec Anderson, parce que franchement c'était dingue. C'était dingue, quoi. On s'entendait. Mais
des frissons, quoi. Tu rentres et voilà, quoi. Il faut faire attention avec ça. Parce qu'en fait, ça transcende un peu le combattant et des fois, on peut faire des erreurs techniques à cause de ça. Parce que tu as envie de... D'ailleurs, il est rentré, il l'a fini rapidement, mais je veux dire, ah ouais, franchement, de l'émotion. Voilà, mais ça peut, c'est intéressant parce que moi, je pense que ça peut être très positif pour certains combattants. Et que ça peut être négatif aussi, selon ton caractère, selon comment tu absorbes le côté pression populaire et le côté soutien. Oui. Je suis pas sûr, je dis ça sans être sûr, sans avoir de certitude. Je suis pas sûr que Mansour Barnaoui, à Bercy, en mai, au Bellator, il l'a pas un peu pris dans la tête. Parce que Mansour est quelqu'un de très calme, de très timide, posé. Et toute l'attention autour de lui, je suis pas sûr. Je dis ça, c'est une réflexion. Je pense qu'il l'a senti parce que Mansour, il a l'habitude, il combattait beaucoup à l'étranger. Et c'est vrai que il est introverti, il est dans sa bulle et tout. Et là, c'est vrai qu'il a été mis en avant comme jamais, quoi. Il a dû sentir cette pression, tout le public avec lui. C'est sûr qu'on est obligé de la sentir, la pression. Et ça, Benoît, c'est son passé qui fait qu'il l'a pas aussi, le côté. Avec tout ce qu'il a vécu chez les militaires, une salle de 15 000, ça te fait pas peur en fait? Oui, en fait, Benoît, c'est vrai que c'est impressionnant parce que le premier combat qu'il a fait à l'UFC, il était quand même pas mal. Alors qu'il prenait un dur, j'étais étonné quand même. Il était quand même assez relâché, quoi. Mais aussi, il faut pas oublier l'expérience du coach. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais quand tu vas avec un coach qui a déjà fait des UFC, c'est pas pareil que quand tu vas un coach lambda qui arrive à l'UFC avec un combattant la première fois et qui est en train de voir les stars et qui généralement arrive pas à rester focalisé sur le combat, tu vois, parce que l'UFC c'est quand même une grosse machine. Et c'est vrai que moi les premières fois que j'y suis allé en tant qu'entraîneur, la première fois c'était avec Machida, c'était au Mandalay Bay, il avait combattu, je crois que c'était Sokuju, je sais pas si tu te rappelles de Sokuju, et j'étais impressionné, quoi. J'ai essayé de rester concentré, mais tu vois la salle pleine, tu prends la claque quand même. Tu vois Sokuju qui venait de mettre KO à l'époque au Pride, comment il s'appelle, Ricardo Arona et Minotaur. Tu vois le type qui arrive dans la cage. Non, c'était assez impressionnant. Il y a une pression quand même. Donc, alors le secret, ce serait quoi? Tu normalises l'événement, on va à la guerre, mais on dédramatiser. Et l'idée de prendre du plaisir et se concentrer vraiment sur l'essentiel, la cage, le combattant. Et essayer de faire abstraction de ce qui se passe à côté. Mais quand tu rentres dans une salle qui est l'UFC Paris, tu as 15 000 personnes qui crient. C'est quand même, t'as du mal à faire abstraction quand même. Et puis avant de le vivre, tu peux pas, même si tu l'imagines, tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas ce que c'est en fait. Exactement. On avait reçu Fabakary Diatta, qui est un combattant à Hatch Academy, qui expliquait que pour sa seule défaite au Bellator, donc c'était l'année dernière, il avait été bouffé par l'événement parce qu'il y avait toute sa famille, ses amis, etc. Il voulait trop bien faire et il est passé à côté de son combat. Et il avait besoin d'emmagasiner cette expérience. Et c'est pour ça qu'il a fait aussi un très bon combat le mois dernier. Il voulait sa revanche et il avait pris justement l'expérience de ce premier combat. Oui, parce qu'il veut pas décevoir. Il est là, il est chez lui, dans son pays, il y a toute sa famille qui est là, le public est derrière lui. Comme Mansour, t'as vu, il a fait un combat quand même incroyable. Moi, je l'ai regardé, on s'est pas ennuyé pendant 25 super minutes. Combat, extraordinaire. Franchement, il y a un combat magnifique. D'ailleurs, j'ai même pas regardé le combat d'après. C'est vrai que ça se fait pas, mais non, mais je l'aime bien. C'était notre main event. Mais voilà, moi j'ai regardé Mansour, après j'ai éteint. C'était notre main. Et là, ça va être puisqu'on parle de l'ambiance d'une salle comme Bercy pour l'UFC Paris, c'est le grand écart. Puisque son dernier combat c'était là-bas à Benoît, le prochain c'est à l'Apex de Las Vegas, la salle de l'UFC. 500 personnes, je crois, dans le public, maximum. La cage est un peu plus petite. Et la cage est plus petite. D'ailleurs, on avait une super question, c'est pour ça que je voulais t'introduire. Est-ce que l'Apex, c'est un avantage ou un désavantage dans le côté cage plus petite que la cage qu'on avait à Paris et pas de public? C'est un avantage pour nous parce qu'en fait, moi je parle couramment portugais, donc je vais pouvoir entendre les consignes de Bonfim, de Bonfim de son, parce qu'il n'y a pas de bruit, donc tu entends tout. La cage est plus petite, donc c'est aussi un avantage parce que on va pas se mentir que si Benoît il peut le coller, ça sera mieux pour justement le fatiguer. Donc cage plus petite, plus facile, moins d'espace. Donc non, c'est un avantage pour nous. Pour replonger un peu, on fait des grands écarts, mais c'est ça Twitch. C'est des bonnes discussions passionnantes. Twitch, voilà, tu vas pas rester collé sur le. C'est des discussions passionnantes là-dessus, mais en ce moment, on diffuse sur RMC Sport un événement parce qu'il y a Conor McGregor dedans, c'est le TUF, le Ultimate Fighter. Donc la saison de télé-réalité où le vainqueur prend un contrat à l'UFC. Et cette saison, c'est McGregor contre Chandler qui devrait ensuite s'affronter en fin d'année, voire début 2024, parce qu'avec le pool USADA, Conor aura peut-être un problème de timing. Tu l'as fait le TUF? Ouais, j'ai fait l'Ultimate Fighter. Pour Johanna? Johanna, elle était championne de l'UFC. Je dis pas le nom de Johanna, c'est Jedrzejczyk, je crois, mais à chaque fois, moi aussi, c'est impossible. Voilà, l'ancienne championne chez les pailles, chez les féminines à l'UFC, grande championne, une des plus grands noms du MMA féminin. Raconte-nous, c'était quoi les anecdotes de faire le TUF, donc tous dans cette maison là avec les autres coachs et tout. Raconte-nous des anecdotes de ça. Alors déjà, il faut savoir que les coachs, ils sont pas avec les combattants. Et les combattants, ils sont entre eux, les coachs, ils sont à part. Donc j'explique, t'es reçu, c'était royal. Moi, je l'ai dit, s'il y a un TUF tous les mois, les mecs, vous pouvez m'appeler, je travaille à plein temps avec vous. Déjà bien payé, tu prenais à l'époque $1000 par mois.
T'avais la voiture, tu sais, les 4x4 américains, là, tu sais, beaux gosses. Les gros Hummers, là, le plein tous les jours, bouffe payée. L'appart, je te dis pas l'appart, c'était un 2 pièces, mais tu sais, c'est pas les 2 pièces comme à Paris. Hein. Tu sais, 2 pièces, tu ramènes une famille de 20. 140 mètres carrés. Les toilettes du 2 pièces, c'est 2 pièces à Paris, en fait, c'est ça, tu vois. Je ramenais ma famille tous les week-ends, parce que mes enfants et ma femme, ils habitaient à Los Angeles, c'est à 4 heures de route, et franchement, royal. Et en plus, ce qui était marrant, c'est que l'équipe brésilienne, donc elle était contre Gadelha, je les connaissais tous de Rio. Gadelha, qui a combattu Johanna, justement, pour la ceinture, je l'ai connue, elle faisait pas de MMA. Et quand ils m'ont vu, Gadelha m'a vu, elle a pas compris, elle m'a dit, tu fais quoi là? Je dis, moi, je suis avec les Polonais. Mais t'es pas dans mon coin, qu'est-ce qui se passe? Je les ai emmenés, écoute bien, je les ai tous emmenés, Gadelha, il y avait Barao, je sais pas, à l'époque, qui était champion du UFC. Je les ai tous emmenés à danser à la Tour Eiffel, tu sais, à Las Vegas. Ouais, là. Au Paris, enfin, avec la Tour Eiffel. Exactement, parce qu'il y avait un show, tiens, c'était des musiques, tu sais, à l'ancienne, tu sais, de la funk et tout, et c'était en live, tu vois, et on allait danser le ça, soir. C'est le teuf, ça, c'est le teuf. Mais bon, je l'avais pas dit à Johanna, parce que, tu sais, je voulais pas avoir de problème. Hein. Et les dessous, si tu peux lâcher ça, mais à quel point c'est scénarisé le teuf? Oui, oui, il y a un scénario, mais par contre, Johanna, elle avait la haine, je sais pas, elle était nerveuse. Hein. Les moments de haine étaient réels. Ah ouais, putain, il fallait la taper. Hein. Ah ouais. Mais bon, elle est. Ouais, puis Johanna, c'était une nerveuse. Hein. Je sais que solide. Même techniquement, elle m'a impressionné. Puis elle te faisait peur dans le regard, je trouve. Ouais, c'est peur. Hein. Mais d'ailleurs, il y avait un coach brésilien là, qui était avec moi au TOF, qui est maintenant avec. Qui est au TOF. Dans cette saison? Oui, dans cette saison, c'est Robert Disdrel. Ok, ouais, d'accord. Mais parce que comme il habite Las Vegas. À chaque fois, il l'appelle pour faire le teuf. Donc, ouais, il est dans cette saison. Ah, donc tu re-signerais n'importe quand pour un teuf. Mais je lui ai dit, ouais, mais c'est parce qu'en fait, tu sais, c'est. En fait, c'est super sympa. Et j'ai une anecdote incroyable aussi, j'ai pas beaucoup raconté au teuf. Une fois, tu sais, on était dans le couloir. Parce qu'il faut savoir que maintenant, le teuf, tu as vu, c'est à l'Apex maintenant. Oui, tout à fait. Que moi, c'était l'ancienne salle, l'ancienne mythique. L'ancien headquarters de l'UFC, en fait. Exactement, incroyable. Et on était dans le couloir. Avant de rentrer, il y avait les deux équipes. Et tu sais, ça vanne pas mal, tu vois, ça vanne. Et moi, je sors une vanne, j'étais avec l'équipe polonaise, et je sors un truc en portugais, ou je sais plus ce que je sors, une connerie. Et il y a un combattant ou un mec du staff qui sort un truc en portugais. Tu dis un truc comme ça au Brésil, tu vas mourir. Tu sais, mais c'est une expression, tu sais, il faut connaître, tu vois. Sauf qu'il y avait notre manager, Thiago, d'ailleurs, qui était manager de Johanna, d'Ngannou d'ailleurs, qui est brésilien, qui a compris ce qu'il a dit. Et il a été le dire au boss de l'UFC. À Dana Non, écoute, j'arrive un matin. Les mecs ils arrivent, les Américains, mais ils sont ouf. Hein. Ça va Daniel, tout va bien, comment tu te sens et tout. Je dis ouais ça va quoi, tu sais, qu'est-ce qu'ils me veulent, tu vois. Il me dit oui on a appris que tu t'es fait menacer de mort et tout. Attends. Je dis ouais non mais ça va, il n'y a rien. Écoute, ils ont convoqué le mec, il y avait le producteur qui était là, un avocat, le mec était dans le couloir, il pleurait le mec. Je te jure. Et moi, ils m'ont questionné comme la FBI. Quoi. Je te jure, je rentre, j'hallucine. Quoi. Je vais sauver la peau. Tu sais, en plus, il avait l'âge de mes enfants, tu vois. Je leur dis, non, mais écoutez, non, ce qu'il a voulu dire, c'est pas ça, c'est une expression. Sauver la peau dans le sens, si tu l'avais enfoncé, t'aurais pu l'enfoncer. Là, déjà, il était cramé, c'est-à-dire qu'il retournait plus aux États-Unis, parce que pour eux, ils prennent ça comme une menace de mort. Attends, ils m'ont même demandé si je risquais pas ma vie au Brésil. Je dis non, arrêtez votre délire là. Tu vois, après j'ai été parler au genou. Je lui dis fais gaffe, on est filmé tout le temps. Parce que tu sais, quand t'es tout le temps filmé, tu fais plus attention. Non, à un moment, et le mec a sorti sa connerie. Je lui dis regarde, écoute, je te sauve la peau. C'est normal. Je n'allais pas l'enfoncer, les jeunes. Mais pour te dire, tu vois, et j'ai halluciné. Rigole pas, les ricains. Ouais, tu les oublies en fait, les caméras. Tu oublies. En fait, t'as ton micro 24 sur 24. Donc tu fais plus gaffe. Non, c'est ça. C'est comme ça. Le danger. C'est comme ça qu'ils ont les belles scènes d'ailleurs. Exactement. C'est comme ça qu'ils ont des scènes. On reparlait de tes souvenirs, comme on est sur les souvenirs aussi. Il y a un truc qui est obligatoire quand on reçoit Daniel Warin, c'est d'évoquer au moins une fois Dan Henderson qui met KO Fedor Emelianenko, la légende. La légende Fedor. Ça n'a pas duré longtemps. T'es dans son coin, donc c'est quand même battre Fedor de toute façon, même si c'était pas sa première défaite. C'était. Ah moi c'est magique. Hein. Et on a tapé Fedor. Hein. Voilà. On a tapé Fedor. C'est quoi ton. Qui a tapé Fedor? Quand on te dit ça, c'est quoi le souvenir? Le premier souvenir qui vient en tête. Le premier souvenir, c'est que déjà Dan, il n'était pas au poids. Tu sais que pour le poids lourd, il faut que tu sois au-dessus de 93. Tu sais que Benoît, en fait, Dan, c'est un petit gabarit, donc il a été obligé de boire beaucoup d'eau. Ok. Bah ouais, pour un peu passer le. Pour se remplir. Ouais. C'est l'inverse de ceux qui cut. Voilà, lui, il a hyperhydratation, non. Il dit oui, si, mais tu vois, pas pour pisser, mais pour prendre du poids. Donc déjà, quand tu vois Fedor, il est incroyable.
Moi, j'oublierai jamais la scène. C'est, tu sais, le Rocky contre le Russe. Sauf que bon, c'était aux États-Unis. Je me rappelle plus quelle ville. Et tu vois Fedor rentrer, mais comme dans les films. Bah, avec la musique. C'est son surnom, c'est The Last Emperor. Tes trucs. Tu dis oh putain, ça va être chaud. Et tu vois Dana qui arrive, USA, un truc de malade. Moi, j'avais été interviewé à l'époque par les journalistes brésiliens. Ils m'avaient demandé. J'ai dit écoutez, moi, game plan, pas de game plan. Moi, je vous dis, ça va être bagarre de rue. Ça a été ça. T'as vu, ça commence, bagarre de rue. Alors les consignes, parce qu'il faut savoir, t'as pas le temps de donner des consignes dans ces cas-là. Les seules consignes qu'on donnait, c'est quand ça arrêtait de bagarrer, on disait « Respire, dame, respire !» Et après, ça repartait. T'es là, en fait, t'es spectateur, tu regardes, tu vois. Ouais, en fait, t'as juste la meilleure place du building pour voir le combat, quoi. Tu dis, putain, et tu vois Dan, il fait un roulé-boulé, je prends une patate, tu dis « Oh merde, c'est chaud !» Et d'un coup, il l'éteint. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était pas prévu. Hein. Je regarde, excuse-moi Daniel, on regarde un peu sur ce que disent le chat. The Vol qui dit pour mon film, il faut que tu balances des fausses consignes en portugais. Ah oui, tiens, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Non mais ils vont, ça va les perturber. Est-ce que tu as déjà jeté l'éponge pour un combattant? Est-ce que tu as déjà dit on arrête le combat ou ça vient toujours du combattant? Non, j'arrête pas. Moi. Jamais? Non, j'arrête pas. J'ai toujours la petite, la petite flamme. Je me dis non, il va, tu vois. Okay. Bon, oui, c'est du combat, donc non, moi je jette pas l'éponge. De toute façon, si tu l'as pas acheté pour Benoît contre Eliseu, c'est que tu la jetteras pas. Hein. Et moi, je pensais honnêtement qu'il allait l'arrêter, l'arbitre. Oui. À un moment, il y avait Guillaume avec moi, je dis oula, il arrête. Et d'op, ça repartait. Je dis merde. Il a eu de la chance, Benoît, d'avoir un arbitre comme ça. La chance entre guillemets. Il a pris beaucoup de coups, mais si tu regardes, c'est ça qu'a fait la légende. En fait, c'est sa carte de. Moi, j'allais dire, c'est sa carte de visite. C'est la carte de visite, c'est le tampon d'arrivée à l'UFC. Exactement. Et Bonfi, il le regarde ce combat. Hein. Et je te dis, putain, le mec en face, ça va pas être facile. T'inquiète pas. Il sent la pression, le Bonfi. Tiens, une question intéressante, je trouve aussi de Batian qui dit tant qu'on parle bagarre de rue, c'est quoi ton avis sur la ceinture BMF? C'est cette ceinture de l'UFC, Baddest Mother, on va pas le dire, mais c'est une insulte en anglais, qui avait été mise entre Jorge Masvidal et Ned Diaz. Oui, il y avait Rock, c'est ça. Qui est un peu la ceinture du bagarreur, quoi, mais qui est pas sportivement légitime et qui remettent pour Poirier-Gadget le 29 juillet. Ah, ils la remettent et tout. Ça te plaît qu'il y ait des trucs un peu gimmicks comme ça, tu vois, parce que ça fait un peu catch plus que MMA. C'est vrai que ça fait un peu catch, mais c'est les Américains. Les Américains, c'est le show, hein, je veux dire. Donc, moi, honnêtement, il faut arrêter de se prendre la tête avec l'UFC, essayer de comprendre, parce qu'il n'y a rien à comprendre. C'est comme un peu, des fois, tu as des gars qui combattent pour la ceinture, tu sais pas pourquoi en fait. Il y en a, ils sont plus légitimes. Je vais te prendre un exemple. Par exemple, Jacare, vous vous rappelez de Jacare? Il y a longtemps, à un moment, il devait combattre pour la ceinture. À chaque fois, il mettait des mecs durs jusqu'à un moment où il perd et après il se retrouve en bas de la file. Et ben, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique, tu vois, avec l'UFC, c'est-à-dire que en fait, ils ont des plans bien établis, c'est le business qui prime. Donc, ils mettent en place des trucs comme ça. Ça plaît aux Américains, mine de rien. À partir du moment que ça vend du pay-per-view, moi je m'en fous en fait. Hein. Moi je me concentre vraiment sur mes athlètes, les faire monter. Et c'est plus un business sportif qu'un sport. Voilà, je ne prends pas trop au sérieux ces classements, quoi. Tu vois, c'est assez particulier, je trouve. On nous demandait aussi jusqu'où tu vois, puisque on est quand même là aussi pour son combat de jusqu'où tu vois Mathieu aller dans sa carrière. Donc pour l'instant, les combats, on le rappelle, c'est samedi. C'est samedi à Reims. Jusqu'où tu le vois monter, Mathieu? Enfin, sans être très précis, mais voilà, quel est le plan un peu de carrière pour lui, selon toi? Mathieu, c'est quelqu'un de sérieux. C'est déjà ce qui est bien, c'est qu'il s'entraîne vraiment sérieusement, vraiment durement, donc il mérite. J'espère qu'il aille le plus loin possible dans sa carrière, parce qu'honnêtement, il mérite. Il est tout le temps là à l'entraînement, il est tout le temps là pour aider. Il a sa petite popularité aussi. Grâce à son passé avec Ibra TV. Voilà, il est populaire. Puis c'est un mec sympa quand même. Hein. C'est un mec sympa. Il a du talent. Maintenant, il faut qu'il soit plus concentré parce que des fois, il fait un peu des dingueries dans le combat. On avait vu au Bellator, il gagnait, et il s'est relâché parce que il a quand même une certaine facilité. Il est quand même assez agile. Il est complet. Et je pense qu'il peut aller très loin parce que dans cette catégorie, il n'y a pas énormément de monde. Donc je pense qu'il peut aller très loin. Donc pareil, il a moins de 84 kilos. Moins de 84 kilos. Ouais. Si on devait concevoir le combattant parfait de la Warren Team Elite, est-ce que ce serait tous les attributs de Benoît ou est-ce qu'on irait chercher quelque chose chez Romain Debienne, chez Mathieu Leto, au niveau, je sais pas, du striking, du grappling, du mental, de la condition physique? Je pense que oui, on irait chercher un peu de tout le monde, hein, parce qu'on voit Romain, par exemple, lui, quand il connecte, ça tombe. Benoît, complet, il encaisse mental 250%. Mental, ça. Donc chaque combattant, on a aussi le Brésilien, Emerson Silva, hein, d'ailleurs qui va combattre, je crois, MMA GP en Suisse, qui est très solide. Jorick Montaignac aussi, hein, qui reste sur une défaite, mais qui est un bon combattant. Exactement, très solide, qui va recombattre en septembre à l'Octagone. Non, ils ont tous quelque chose, on va dire, de spécial. Voilà. Il s'est bien remis, tant qu'on y est, mais Jorick, il a pris un KO là. Voilà, au dernier combat, ce qui peut arriver, mais il s'est bien remis. Ça va, là,
il a récupéré, il prend son temps parce que regardez l'exemple de Marlon Moraes. Vous avez vu là 7 combats, 7 KO. À mon avis, le premier KO qu'il avait pris à l'UFC, il n'a pas eu laissé le temps de récupérer et c'est ce qui se passe derrière. Après, on fragilise, dès qu'on prend un coup, on rentre dans la tombe. spirale. Et après, c'est fini, hein. On ne revient plus jamais. Donc lui, Jorik, il a vraiment pris son temps, il récupère, donc il n'y a pas de souci. C'est dur, on perd, mais on ne peut pas gagner à tous les coups, ça arrive, c'est comme ça. Maintenant, il faut se concentrer sur ce qui avance, ce qui arrive, quoi, je veux dire. On sait, on en avait parlé, que tu n'as pas de salle à toi, comme d'autres coachs ont. C'est une question qu'on a en dessous qui est penses-tu intégrer de nouveaux combattants à la Team Warin? Et moi, je rajoute, en fait, est-ce que toi, ton idée est plutôt de garder une petite team, tu vois, bien solide, mais où tu connais tous les fighters bien, ou de développer le plus possible? Non, mon idée, c'est pas de développer du tout. J'ai envie d'avoir un peu de temps pour moi. Moi, j'aime bien. On n'a qu'une vie, hein, on vieillit. Le temps, c'est ce qu'on a de plus important. Donc, non, moi, je suis réalisé, comme je dis. Là, ce que je suis en train de faire, c'est du bonus. C'était pas du tout prévu. J'ai rien planifié. Benoît, l'UFC, pareil, j'ai rien planifié. C'est intéressant parce que tu prends des gars de zéro. Donc, mais non, j'ai pas envie d'agrandir. Non, parce qu'après, on perd en qualité. Hein. Plus t'as de combattants, plus c'est. Et puis c'est dur émotionnellement, le temps. Je vais pas faire que ma vie à voyager, quoi. Je veux dire, déjà, je suis à la limite. Donc. T'ouvres une porte, je trouve, dans ton discours. Est-ce que tu as déjà en tête une sorte de date pour arrêter? Bah à chaque fois je dis ouais je vais arrêter mais c'est commencé le truc. Et on replonge. Tu sais, je suis revenu des États-Unis, j'ai dit allez c'est fini, laissez-moi tranquille avec le MMA. Je me suis retrouvé en Ukraine en train d'entraîner Spivak et Roman Dolice. Donc tu vois, je peux te dire je sais pas quoi. Tu viens de citer des noms qui nous intéressent. Ah oui, pourquoi parce que c'est des gens qui possiblement sont des adversaires. On n'a pas d'infos pour l'instant pour des Français à l'UFC Paris. Tu as cité Roman Dolidze qui est un possible adversaire de Nassourdine. Je pense qu'après la performance de Nassourdine contre Curtis, malgré le no contest, Dolidze je crois est 9e du classement. Ça ferait sens de lui donner, comme on peut lui donner à Hermansson qui est 10e, ou faire un rematch contre Curtis d'ailleurs, ça peut aussi se faire. Et Spivak, on a déjà parlé comme possibilité parce que quand on regarde le classement des lourds, finalement il n'y a pas beaucoup de possibilités parce que beaucoup sont bookés et ça peut finir contre Cyril Gane à l'UFC Paris. Ah, c'est intéressant ça, là tu m'intéresses. Les deux tu les as eus. Ah oui, je suis en contact. Qu'est-ce que tu veux me dire par tu m'intéresses? Bah Spivak, s'il combat, je lui envoie un message, hein, je vais dans son coin direct. Hein. On peut avoir Daniel Warin dans le coin? C'est possible, attention. Hein. Moi je suis pro Spivak, hein, c'est mon pote. Hein. Je l'ai entraîné, j'habitais dans la même maison avec lui en Ukraine, et il connaît bien mon fils et tout. Et ouais, pourquoi pas, ouais. Si c'est le combat qui se fait, c'est très dangereux pour Cyril? C'est dangereux? Moi je pense que c'est dangereux, c'est pas un Moi bon je mets Cyril favori quand même, mais il y a un danger. Bah s'il tombe, il va pas se relever. Parce qu'il a quand même un bon sol, il vient du sambo, il a quand même une bonne lutte et des bonnes transitions judo, tu sais. Ces écoles de l'Est, il vient du sambo comme Khabib, comme Islam. D'ailleurs, on s'était entraîné aussi chez Hatch avec Dolice et Spivak. Ouais, on l'avait été à Aubervilliers, il avait tourné avec pas mal de gars. Ouais, on a quelqu'un qui dit Warin a quand même ramené Spivak et Dolidze dans le 91. Ouais, mais c'est exactement ça, c'est vrai. Ouais. Dans le 91, il y a aussi vers Aubervilliers chez Hatch où on a été Évry et tout. Ouais. J'avais 6 Ukrainiens avec moi, hein, c'était chaud. 24 sur 24, j'en pouvais plus. Non, on évoquait là des combattants français qui seront sûrement à l'UFC Paris, qui sont parmi les plus grands combattants qu'on ait, ou en tout cas au plus haut niveau, ça c'est évident. C'est qui? On sort de choses de chapelle. C'est qui ton petit chouchou? Si t'avais un chouchou dans le combattant qui te plaît le plus dans le MMA français, en dehors des tiens? En dehors de l'équipe. On parle pas humainement ou quoi, tu vois, le combattant pur, le style, la technique, tout ce que... J'aime bien Saladin, moi. J'aime bien Saladin. Parce que je le trouve gentil comme gars. Et en plus, il a du talent, quoi. Je le trouve, il a du talent. Et il fait son petit bonhomme de chemin. C'est un mec. J'étais un peu frustré pour lui. Parce que tu sens que, en fait, la ceinture, on s'en fout. Lui, il voulait combattre. Dire, tu pars avec une ceinture sans combattre, ça pas. Je comprends, il s'en fout, lui. Très frustré, ça se voyait dans ses yeux. Ouais. Je me rappelle, annulation de son combat contre Ziolkowski. On va dire, t'es champion de. Champion, non, il voulait taper le gars. Non, c'est un gars sympa. Quand on parle de Saladin, on parle beaucoup de son parcours, de ce choix pour l'instant de rester, ce qui est tout à fait noble pour mettre aussi de côté, assurer l'avenir des siens avant peut-être de se projeter vers un UFC pour se tester face aux meilleurs du monde. Aujourd'hui, à l'UFC, il aurait plus que sa place, Saladin? Oui, bien sûr. Il n'y a pas que lui. Hein. Je vois aussi des gars comme Saladin à sa place. Je vois des gars comme Abdul aussi, qui est très solide, qui vient du... Moi, je le voyais beaucoup combattre au Brave. D'ailleurs, moi, je trouve que ses combats étaient beaucoup plus durs au Brave. Et il tapait les mecs rapidement, hein. Très solide comme gars. Lui, je le vois à l'UFC depuis longtemps, mais
Je sais pas ce qui se passe. On croise les Mais doigts. oui, Je pense qu'on veut tous qu'il soit à Paris, Abdouragimov. Mais c'est vrai que Saladin, on aimerait bien le voir à l'UFC. Ce serait des combats excitants, quoi. C'est, tu sais, les oppositions, parce que bon, l'UFC, c'est complètement au-dessus du KSW. Hein, Est-ce que tu penses que, parce que on a parlé de Cyril, qui est passé à 2 doigts de la ceinture, 2 fois contre Francis Ngannou, contre John Jones, il était dans le combat qui peut te faire devenir champion incontesté à l'UFC. Tu penses que le jour où on en aura un en France, peu importe qui est, ça peut être Manon Fiorot qui est pas loin d'ailleurs, ça changera un peu aussi la donne pour ce sport, parce qu'il y aura une figure un peu. Bah oui. On a un champion UFC. Oui, quoi. Voilà, les gens, ils ont besoin, ils aiment se représenter à travers quelqu'un. Tu le vois. Moi, c'est pour te dire, là où j'avais été choqué, le combat de Benoît quand il avait combattu Élisée dos Santos, j'ai reçu un tas de menaces. Je ne pensais pas que les gens étaient aussi impliqués. Donc c'est sûr qu'un champion. Mais je pense que Gane, il devrait changer un petit peu son style. Je pense que Gane, s'il était plus planté et frappait plus, il mettrait beaucoup de KO. Parce qu'en fait, il est puissant, Gane. Il est très technique. Le fait qu'il soit trop fuyant comme ça. Mais très puissant, très technique. Je pense que ça le. Ok, c'est bien, fight IQ, là, je sais pas quoi, mais faut terminer les gars, quoi. Et on fait de la projection un peu à 2 balles, et ce sera qui ? Ce sera qui notre premier ? Manon ? C'est elle qui est la plus proche maintenant ? Manon, elle est pas loin. Hein. Ouais. Manon, elle est pas loin. Ce sera sans doute une demi-finale mondiale à Paris. Parce que elle est costaud, elle a un style atypique qui peut compliquer plein de combattants parce qu'en fait, elle est dure. Sa façon de combattre est dure à lire. Manon Fiorot, on rappelle, parce que je ne sais même pas si j'ai cité le nom. On voit les combattantes, parce qu'elle a pris beaucoup de brésiliennes solides, mais tu vois qu'ils ne trouvent pas la solution. Ils essayent de rentrer dans sa distance, ils prennent des coups, elle est très mobile, elle est costaud, ils la mettent au sol, elle se relève, elle est compliquée. Moi, je pense qu'elle peut prendre la ceinture. Hein. C'est une Moi, j'ai toujours vu... Est-ce qu'on a d'autres questions un peu dans le chat, Flo ? Je crois qu'on a fait le tour des questions, je crois. Moi, pour rester un peu sur Benoît, parce que je l'ai vu passer tout à l'heure, je ne sais pas si tu remonteras jusque-là, mais on le disait tout à l'heure, tu arrives de Bayonne, parce que Benoît est aujourd'hui installé à Bayonne, avec sa femme, il s'est installé là-bas pour aller faire sa vie là-bas. Ouais. C'est dérangeant pour toi qu'en région parisienne, ça complique un peu les camps ? Bah oui, ça complique, mais moi je lui avais dit, dans le sens où même déjà pour les médias, t'es un peu éloigné, parce que là c'est un camp, ça se passe bien, mais après le jour à jour, la routine d'entraînement, comment ça va se passer ? Parce que moi je suis pas à Bayonne. J'habite pas Bayonne, donc je lui ai dit, mais après c'est un choix de vie, il va falloir qu'on s'adapte. Donc je pense que de temps en temps il ira à Paris, de temps en temps on ira à Bayonne. Les camps, pas obligatoirement à Bayonne, hein, ça peut être à un autre endroit, à partir du moment qu'on est... En fait, peu importe l'endroit pour les camps, hein, tu peux aller où tu veux, du moment que tu as ton staff avec toi, mais c'est plus pour le jour à jour. Le jour à jour, mais bon là-bas... C'est bien Bayonne, il fait beau, t'es bien, tu vois. Oui, mais moi je suis toujours dans l'esprit, il faut être un peu dans le dur. Il faut faire attention de pas... Pas dans le confort. Voilà, on ne peut pas tout avoir dans la vie. On n'est pas tout le temps dans le confort. Il faut un peu cet esprit guerrier. Mais je pense qu'il est... Oui, il l'a. Il l'a de base. C'est Obélix, il est tombé dedans quand il était petit. Pas de souci. C'est évident. Aujourd'hui, quels sont toi, si ça bat pour rester, si vous battez Bonfim, 1er juillet, tu penses ce sera l'heure d'un top 15 ? D'aller prendre un des mecs du top 15, ouais, pourquoi pas, je veux dire, pourquoi pas. De toute façon, Benoît, lui, je te dis, il prend... bien sûr, mais tu penses que ce serait légitime ? Ça serait légitime, mais il faut voir après par rapport à l'UFC, parce que eux, tu comprends pas trop comment ils fonctionnent. Tu vois, des fois, il y a des combattants qui se retrouvent dans le main card, tu sais pas pourquoi ils sont dans le main card, et d'autres qui devraient être dans le main card, qui sont en prélim. T'as vu, en fait, ils font des calculs que j'aimerais bien connaître, donc je sais pas. Mais de toute façon, plus tu gagnes, plus tu vas prendre des mecs solides. Là, Bonfils, c'est peut-être pas un top, comme tu dis, il est pas peut-être top 20, mais c'est un combat compliqué. Tu vois, des fois, c'est un combat dur. Donc, Et moi, j'ai l'impression, je sais pas ce que tu en penses, c'est une réflexion qui... Les Américains n'ont pas encore réalisé. Parce que quand on connaît les Américains qui sont ultra fan du côté militaire, il y a toujours il y a les journées il y a les journées dédiées aux anciens qui ont servi la patrie, machin. Je pense que quand ils vont réaliser, tu vois, s'ils commencent à se rapprocher du top et qu'ils réalisent, attends, mais regarde l'histoire de ce mec là qui était au Mali. Tu vois, tu penses qu'il y a une carte à jouer pour devenir une star là-bas par ton histoire en fait? Aux États-Unis, je sais pas parce que c'est pas évident quand même. Hein. Mais une star française, une star française, voire une star française aux États-Unis, c'est particulier. Non, t'as raison, je vois mais que ça leur plaise. Il y a le côté patriote aussi aux États-Unis, les Français, et eux ils ont peut-être plus l'habitude de voir ce genre de profil. Les Américains, t'as raison. Surtout dans le MMA, c'est le seul. Ouais, en fait c'est l'inverse, ça les fait moins réagir parce qu'ils ont l'habitude de ce genre. Alors que nous, c'est exceptionnel. Les Américains aiment les Américains. Hein. C'est pour ça qu'ils essayent de mettre au maximum d'Américains en valeur, parce que c'est eux qui payent, hein. C'est eux qui lâchent la monnaie pour faire les pay-per-view. Hein. Les Français, tu mets le pay-per-view à 1€, il a du mal à lâcher.
Mais t'as raison, t'as raison parce Non, que c'est la culture. on Ouais, bah. sait qu'on a un passe combat sur RMC Sport pour revoir le Ouais. week-end qui est à 5 ou 10 euros, ça dépend Ouais. des trucs. Et parfois, quand on l'a mis à 10, les gens gueulent. Les gars, c'est 85 $ le pay-per-view, que Et- le pay-per-view ouais, UFC ouais, aux Et on a même États-Unis. une offre 15 € pour tous les combats Voilà, des Français pendant exactement. un mois. Donc, je Bon, pense- alors, il y en a qui ont été annulés, malheureusement. Franchement, je pense que mais- les Français sont plutôt bien servis Ouais. aujourd'hui pour pouvoir Je voir pense tout le aussi. MMA mondial. Attends, c'est super cher. Tu vois au States, ils lâchent, ils font des chèques. Hein. Ah, ils En se mettent France, à les chèques, plusieurs, ils partagent la soirée pour regarder parce que sinon c'est Alors, trop en cher. France, non, le mec il va essayer de gratter même, tu vois, c'est En c'est tout cas, comme Et, ça. tu vois, et C'est justement, notre il y a un mentalité. commentaire très intéressant de Jean-Claude, et c'est sur le côté comment même Benoît pourrait toucher une communauté en dehors du MMA avec son discours. Jean-Claude nous dit « Je connais pas grand-chose au MMA, mais je paye pour voir Benoît Saint-Denis et c'est le seul. Parce que vraiment, il y a un Oui, mais profil, ça, oui. qui, il y a un Voilà, profil ça, qui oui. intéresse. On se Voilà. dit, lui, j'ai envie de voir où il va, jusqu'où il va aller. Oui, oui, parce qu'il a une histoire quand même incroyable. Des valeurs, il a un parcours qui... Ouais, puis il est solide, il fait quand même des combats spectaculaires. Ah oui, évidemment. Il termine les mecs. Il faut savoir que sur ces 10 combats, il a terminé les 10. Donc dans la spectacularité, bah, on peut tu pas vois. faire plus. bien sûr, Ah bien bah, sûr. Et c'est très important. Ah ben c'est très important. L'UFC, ils adorent les finishers. Hein. Ah, j'ai une question que j'aime bien parce que quand on a un ancien comme toi, bah, c'est une bonne question. Le plus beau KO et combat que tu as vu autour d'une cage? Ah là, ça c'est pas le plus. Pas forcément de tes gars. Hein, Oui. Ah, je sais même pas te dire. J'ai vu tellement de combats. Ouais, je sais. Au final, c'est dur. Quand t'as beaucoup de combats comme ça, c'est dur d'en ressortir qu'un. Et puis bon, en plus, même mes combattants, ils ont mis des KO exceptionnels. Et j'en ai vu d'autres exceptionnels, donc c'est dur. Ouais, je sais pas. Je dirais, pour ma part, le KO de Fedor, parce que vraiment, il avait une importance. Anderson, Parce hein. qu'en fait, Oui, au-delà du KO, c'est la symbolique aussi. exactement, la symbolique, et puis bon, l'adversaire. Je veux dire, si tu prends une quiche, c'est sûr que tu vas mettre des KO, mais c'est l'adversaire. C'est pas évident. Mais... Et puis 5 secondes Ah, si, avant, je tu te dirais- demandes s'il perd pas, Dan Anderson. Donc c'est vraiment un si, combat... je dirais un KO qui était impressionnant, c'était celui de Pettis, tu sais, quand il avait pris appui sur la cage. Le Superman kick en prenant tu sais, appui sur il la appuie cage sur de la cage avec le high kick contre Anthony Pettis. Ouais, contre, je crois que c'était Ben Anderson. C'est Benson Ouais, Anderson. Benson Ah, Anderson, exactement. voilà. C'était au WEC, je crois. Ouais, Et exactement. oui, ça, celui-là, il était Ouais, incroyable. celui-là, Celui-là, il est pas mal quand même. Ouais, Et c'était- le meilleur combattant que t'aies vu? Le mec qui t'a, quand t'étais au bord, tu t'es dit, là quand même. meilleur combattant. Anderson Ouais, Anderson, il était. Anderson Silva, quand même. Ouais. C'était un génie. C'était un génie, tu le vois même à l'entraînement. Et il a quoi en plus en fait? Qu'est-ce qu'ils ont en plus ces gars-là? Je sais pas, il a un truc, c'est inné quoi. Tu vois, lui, tu le voyais déjà s'entraîner, il était beau à voir. Tu vois un peu le truc ou pas? Je sais pas, il faisait des coups, tu comprends pas ce qu'il fait en fait. Tu vois? Les champions, ils sont pas comme les autres, cherche pas. Ils ont quelque chose que le gars lambda n'a pas. Regarde Dan Anderson, une frappe de laisse tomber, c'est voilà, tu te prends un camion dans la tête. Je sais pas, ils sont exceptionnels. Hein, c'est pour ça. Mais des bons combattants, il y en a plein. Hein, mais même Dan, quand on regarde son CV, c'est quand même impressionnant les mecs qu'il a combattu. Et toi qui l'as bien côtoyé et tout, parce que moi je vais te dire Franco, Anderson c'est un des mes combattants préférés all time, c'est sûr. Je me souviens qu'avant Weidman, donc quand il perd sa ceinture à l'UFC, après il est à 16 victoires de suite à ce moment-là je crois, les conférences avant Weidman, il dit je réfléchis à prendre ma retraite, je réfléchis à m'en aller. Mais il en avait marre. On sent qu'il en avait marre. Et moi j'ai l'impression qu'il a, par rapport à ce qu'il aurait pu laisser en héritage, il a un peu gâché sa fin de carrière parce qu'avec 7 défaites puis derrière, il reste un peu trop longtemps. Il accumule pas mal de défaites quand même à l'UFC avant de s'en aller. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que s'il était parti avant Weidman ou après Weidman, s'il l'avait battu, il ça aurait été y aurait différent. même pas de débat, c'était le GOAT absolu. Oui, mais il y avait trop de pression. C'est-à-dire que même quand il a perdu, il avait dit que ça lui faisait du bien, tu vois. Il n'avait plus le poids de la ceinture. Et tu sais qu'il me disait qu'il faisait des cauchemars, hein, ce Weidman. Il me le disait, il me dit Daniel, je fais des cauchemars. C'était sa bête noire. Je peux te dire, il l'aurait pris 10 fois, je crois qu'il aurait perdu 10 fois. Ouais, contre parce lui. que la deuxième, il se brise la jambe. Ouais, et c'était, je sais pas, l'autre, il avait un truc, tu sais, il y a des gars comme ça. Et il que tu te le combats. dit, il est en cauchemardé. Enfin, Il m'a il- dit qu'il a fait des cauchemars de Weidman. Il me disait, Daniel, je fais des cauchemars de Weidman. C'est dingue C'est un quand on truc sait de qu'il est fou. dans ça. Mais on est d'accord, il s'arrête avant Weidman, Ah c'est bah, c'est le GOAT. Bah ouais. C'est le plus grand de tous les temps, Bah, c'est sans débat. incroyable, ouais. Mais il n'en pouvait plus. Tu sais, Anderson Silva, il voulait même plus faire de photos. Il disait arrêtez les photos. Et je me rappelle, ça m'a marqué, arrêtez. Il s'embrouillait avec Ed Soares, son manager. Il voulait même plus faire d'interview. Tu sais, il n'en pouvait plus. Il était... Parce que tu sais, au Brésil, c'était n'importe quoi. Au Brésil, comment t'expliquer? Moi, encore à l'époque où j'étais avec lui, ça allait encore. Mais même comme ça, déjà, c'était trop. Mais le Brésil, c'est paparazzi, ces trucs, c'est n'importe quoi. Tu faisais des entraînements, il y avait tout le temps les journalistes. Tu sais, à un moment, tu satures, quoi. Tu dis, attends, on s'entraîne là. Une fois de temps en temps, ça va. Mais là, il faut se concentrer sur l'entraînement. Question, tu sais, ça prend du temps, c'est fatigant. Et le Brésil, c'est excessif. Hein. C'est le deuxième sport après le foot. Je sais pas si tu vois. C'est totalement décousu, mais j'ai plein de trucs qui me viennent en tête quand on Ouais. est avec Daniel. Donc, puisque tu parles du Brésil, j'ai vu une stat incroyable. Depuis le premier jour où Anderson Silva a pris son titre, jusqu'à la semaine dernière, quand Amanda Nunes a pris sa retraite,
il y a eu une seule journée, donc ça fait long, hein, je crois que ça fait 16 ans ou un truc comme ça. Il y a eu une seule journée où il n'y a pas eu de champion brésilien à l'UFC. Ah, c'est incroyable. Hein. Une seule journée, puisque c'est un jour où je crois que je ne sais plus qui perd son titre et Amanda Nunes le gagne 2 jours plus tard, le sien. Donc aujourd'hui, il n'y en a plus. On est revenu à ce truc-là. Le Brésil baisse ou c'est les autres pays en fait qui rattrapent? Le Brésil avait tellement d'avance à un moment et là les autres pays rattrapent. Non, c'est des phases. Moi je pense que c'est des phases. D'ailleurs il y a Pantoja là qui va combattre là pour la ceinture. Il y a qui d'autre là qui combat pour la ceinture de Brésilien? Il y a Alexandre Pantoja. On aura sans doute Charles Oliveira contre Makhachev en octobre. Non, ils vont toujours. T'inquiète pas. Il y a des phases où ils se font taper les ceintures, ils repartent, ils retapent les ceintures. Eux et les Américains, je pense que. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Ouais, bon, ici ils sont solides quand même. Mais bon, déjà si tu regardes dans le roadster, il y a plus de combattants américains, je crois qu'ils sont 300, je crois, et brésiliens, pareil, il y a énormément de combattants brésiliens. Ouais. Donc dans le volume de combattants, la probabilité d'être champion, elle est plus élevée. Mais non, les Brésiliens, laisse tomber. Emerson Silva me racontait, quand il était à la Nova Union, il s'entraînait, dans sa catégorie pour combattre, ils étaient 10 ou 15 à attendre. T'imagines, toi? Ouais. C'est-à-dire que les mecs s'entraînaient, il y avait 10 mecs. Et tu vois qu'en France, on n'a pas un vivier de combattants. Non. Moi, je le vois, je suis sollicité tout le temps pour des combattants. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu peux les mettre à combattre, mais il n'y a pas un volume de combattants MMA élevé. Hein. On le répète souvent, c'est un de nos principaux problèmes. Je pense qu'en France, on a des combattants de qualité, des coachs de qualité, de partout. Mais on n'a pas assez de sparring. Il n'y a pas assez de densité de combattants. Et tu vois, ouais. Mais ça commence à venir. Mais il paraît qu'il y en a beaucoup qui parlent des amateurs. On commence à avoir des amateurs vraiment solides. Donc on va voir. Et il faudrait une solution à ça, ce serait aussi une sorte de, où je suis trop utopique quand je dis ça, une sorte d'union sacrée des fois du MMA français où on prend tous les meilleurs pour essayer de se préparer pour les grandes échéances. Je sais qu'on va pas rentrer dans les détails, mais avec les batailles de clochers, ça me paraît très compliqué. C'est vraiment de l'utopie là ce que je dis. Ah ouais, là c'est l'utopie. Okay. Moi déjà je peux pas les blairer. Je vais pas citer leur nom ici pour pas avoir de problème. Non, on rentre pas dans les détails. On rentre pas dans les détails, mais non, l'ego, tu vois. Et puis on a tous une façon de voir différente aussi. Donc c'est quoi, comme on dit, c'est mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Tu vois, c'est exactement ça. Moi, je reste dans mon coin. C'est assez artisanal ce que je fais. Je sais que c'est un vœu pieux. C'est le vieux fan qui se dit, allez, un jour que tout le monde soit dans la même. Moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait plusieurs teams comme ça. Ouais, aussi. Tu sais, Après, ça peut aussi tirer vers le haut. Ouais, bien sûr. Il y a une espèce de meilleur que celui qu'on aime pas. Tout à fait. Voilà, il y a une espèce de compétition. Bon, faut qu'elle soit saine, tu vois, mais il y a de la place pour tout le monde. Tu vas voir que des combattants UFC, il y en a qui vont arriver de province et tout, tu vois. Moi, j'ai aucun problème avec ça, au contraire. Allez, 2 petites dernières questions avant de te laisser, puisque c'est le temps qui est le plus important. Atomic nous demande, justement, tu parlais de Charles Oliveira, est-ce que tu le vois prendre la ceinture à Makhachev? C'est une question d'Atomic du 64. Moi, je le vois. Alors déjà, j'ai trouvé curieux... J'ai trouvé curieux l'état de fatigue qu'il avait de Oliveira quand il a combattu à Abu Dhabi. Il s'est passé quelque chose, on ne sait pas, mais il s'est passé quelque chose avant le fight. Parce que quand je l'ai vu combattre contre Darius, honnêtement, je me suis dit il va se faire taper contre Darius, vu la performance qu'il a fait. J'avais parié Darius aussi, mais c'est parce que je pense être assez d'accord avec toi, c'est le souvenir qu'on en avait contre Makhachev. Exactement, on avait encore ce souvenir. Et là, quand on l'a revu, on dit ah ouais, c'est Do Bronx en fait. En plus, et t'as vu, il l'a séché rapidement quand même. Et il lui manquait presque facilement, t'avais l'impression. Il était en contrôle tout le temps. Il lui manquait cette énergie, je trouve, à Abu Dhabi. Mais c'est ce que je te dis, il s'est passé quelque chose là-bas qu'on ne sait pas. Et moi, en plus, ils veulent refaire la revanche à Abu Dhabi. Moi, je trouve ça curieux. J'irai pas plus loin. Je trouve ça curieux. Tu te dis, sans rentrer dans le truc, mais tu te dis que si la revanche, on la fait pas à Abu Dhabi, mais au Brésil, quelques mois plus tard, ça change tout? Ouais, ça change tout. Je suis sûr. Il y a quelque chose là. Pourquoi Abu Dhabi? Pourquoi que spécifiquement à Abu Dhabi? Il l'a déjà fait une fois, on change d'endroit quoi. Ouais, c'est vrai que. Mais ce sera sans doute ça, ce sera sans doute en octobre, UFC 294, je crois. Je crois qu'ils ont des parts à Abu Dhabi à l'UFC, c'est ça? Oui, il y a tu te rappelles Fight Island pendant le Covid et tout, il y a beaucoup de choses qui se passent entre les deux associations. On en parlait au début quand on parlait du TUF, mais le retour de Conor, je trouve que c'est important d'avoir un personnage comme Conor dans le MMA parce qu'il est tellement star que ça ramène forcément du monde du grand public. Oui, mais je pense que là, il est quand même un peu en perte de vitesse. Il commence à nous saouler un peu, non, mais par contre, j'admire ce qu'il a fait. C'est un super combattant, mais là, on va dire que c'est du réchauffé. Voilà. Le TUF aux États-Unis a fait beaucoup moins d'audience que sa première participation, donc on sent que le personnage lasse un peu. Ça devient voilà quoi. Là, j'ai vu, il a tapé une mascotte. Ouais.
Ouais, Alors c'était scénarisé, Ouais. visiblement, il y a eu de... Mais bon, c'est mais vrai quand même que réussi à même le mettre physiquement, KO. tu vois qu'il est différent. Je ne pas être méchant, mais on sent qu'il y a un petit côté irlandais soifard quoi, en ce Ouais, moment. ouais, Tu ouais. vois, plus que combattant MMA Ouais. en fait. Hein. C'est... Ouais, mais bon, il s'est embourgeoisé. Bah, c'est ça justement, et lui il disait qu'il avait Ouais. même besoin, dans la série Netflix, il avait même besoin de la défaite parfois pour réagir, se parce que motiver, sinon il mais était dans le confort. En plus il avait, je crois, touché 100 millions pour son combat face à Mayweather ou quelque chose comme ça. Et donc à partir de ce moment-là, bah, c'était plus le même combattant parce qu'il avait, Mais non, mais tu peux pas. avait plus la faim, plus la flamme en lui. Tu perds tu sais, l'agressivité. Le mec, il a tout réussi. C'est incroyable son parcours. Tu la connais, c'est Marvin Hagler, le célèbre boxeur, qui disait comment voulez-vous vous réveiller à 5 heures pour faire un footing quand vous dormez dans un pyjama en soie. Et petite question pour toi. Rocky, tu te rappelles le Rocky Balboa, le 2, le 3, là, tu regardes. C'est génial ces phrases-là. Ouais. C'est exactement Et toi, ça. Daniel, elle vient d'où cette faim, cette flamme en toi? On a l'impression que tu as envie de tout bouffer avec ton équipe. Je sais pas, c'est peut-être mon enfance, j'en sais rien. Moi, j'aime bien En fait, non, ce que j'aime, moi, c'est le challenge, tu vois. Ce que j'aime, c'est que être sous-estimé un peu et tu vois et montrer que. Après, quand j'ai réussi, j'ai une phase où j'ai une certaine fragilité. Tu vois le truc ou pas? Mais alors que quand je suis un peu en position, tu sais, un peu bancale et tout, il y a le guerrier qui se réveille en moi. Tu vois ou pas? T'as besoin. C'est pour ça que j'ai aimé habiter aux États-Unis, même au Brésil, parce que c'est des pays quand même qui sont durs. Ouais. En France, t'as vu, on est quand même pas mal assisté en France. Et ces pays-là, ça te forge un mental et ça te booste. Et je t'assure, ça te booste. C'est-à-dire que tu arrives toujours à te débrouiller. Ouais, parce Et, qu'il y a ce côté, soit t'avances, soit t'es laissé de côté. exactement. En fait, là-bas. Et le fait, là, regarde, je suis venu à Rungis, après on s'est fait virer sans salle et tout. C'est quand même un challenge de pouvoir performer avec des gars sans salle. Je veux dire, c'est quand même. Je suis en train de développer quelque chose qui n'a jamais existé. Non, clairement. Tu sais que quand on me demande, ouais, elle est où ta salle? Il y a des Brésiliens, des fois. Je dis, j'ai pas de salle. Le mec, il croit que je me fous de sa gueule, tu vois. Tu vois. Je dis, non, j'ai pas de salle. Sans dojo fixe. Exactement, c'est ça. Sans de jeu. Le t-shirt, il va bientôt sortir d'ailleurs. les gars. SDF. Ouais, sans dojo fixe. Allez, Flo. une dernière petite question simplement pour terminer. Enzo qui nous dit: je serai à Reims, donc pour le combat de Mathieu Le Duclos. Samedi, on diffusera les premiers combats à partir de 19h sur Twitch. Est-ce que tu seras à Reims ou pas? Parce que Enzo veut te serrer la main, il veut te rencontrer. Enzo, avec plaisir, on prend la Eh ben photo. voilà, Je serai parfait. à Reims, j'y vais samedi. C'est Benoît qui se charge du cutting je l'ai mis un peu à bosser là. C'est lui qui va se charger du cutting de Mathieu. Bah, génial, merci. Et il y en avait une petite dernière que Allez. j'adorais. Est-ce que si t'en as un, sinon on va pas chercher 10 minutes, mais le plus gros talent gâché du MMA que t'aies vu? Est-ce qu'il y a un mec que tu pensais qu'il allait aller super haut et au final ça s'est écroulé, peut-être parce qu'il avait pas le mental, parce qu'il avait pas autre chose? J'avais eu un élève qui était pas mal, qui était Mehdi Bagdad, qui était à l'UFC, qui avait fait l'Ultimate Fighter avec McGregor. Il était dans l'équipe de McGregor. Ouais, ce McGregor Faber. Voilà, exactement. Il avait battu, tu sais, le protégé de McGregor, Artem Lobov. Ouais, un ok, combat le incroyable Russe. pour entrer dans la maison. Il faut regarder le combat. Et lui, je pense que c'est un talent gâché. Justement on dirait qu'après ça, il l'a joué trop facile. Ouais. C'est-à-dire qu'il est arrivé à l'UFC, on leur dit que c'était son objectif. C'était juste d'aller à l'UFC, quoi. Et en fait, derrière, c'est dommage, c'est un talent gâché. Ouais, il y avait plus de trucs derrière. Quoi. Exactement, il y a un truc, trop d'images, ça lui est monté au cerveau et il a commencé à se noyer. D'ailleurs, on s'était séparés quand il avait combattu contre McDessie à Las Vegas. Il tapait McDessie, qui était numéro 10. Il avait presque mis KO. Il a fait une dinguerie, il perd le combat. Et si tu veux, ouais, je sais pas, c'est ce qui s'est passé dans sa tête. La médiatisation à outrance, elle te fragilise. Attention, il faut vraiment. C'est bien d'être médiatisé, mais il faut savoir faire la part des Doser, choses. ouais. Exactement. Parce qu'il y en a, ça leur monte trop à la tête et ils oublient l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est rentrer dans la cage, taper le gars. Tu vois, donc les mecs s'entraînent moins, ils font un peu les stars, commencent à sortir. Le gars, lui, commence à sortir à Los Angeles, tu vois. Les soirées, les femmes, c'est mort. C'est le début de la fin. Ouais, bien sûr. Tu vois, donc. T'as déjà basculé en fait. Voilà. Et puis tu le vois, ce qui est triste, tu le vois, tu sais, je veux dire. Mais le gars, tu sais qu'il va prendre le mur. T'as beau lui expliquer, mais il n'y a rien à faire, quoi. Donc tu le laisses prendre le mur, quoi. Merci Daniel Écoute, d'avoir été merci avec beaucoup, nous. Daniel. Le Merci à tous, replay sera dispo sur le YouTube RMC T'as cru Sport. comprendre Flo, mais moi je peux rester 4 heures avec Daniel. Ouais, Je parle beaucoup, hein, c'est vrai. et on se retrouve... Et moi j'ai plein de questions donc.